les différentes fonctions qui peuvent être donc altérées avec l'âge, tout simplement, notamment les fonctions exécutives et la capacité d'encodage au niveau de la mémoire et le traitement de tâches complexes, ainsi que la réduction de la vitesse de traitement. Là, en l'occurrence, on parlera des différentes maladies qu'on peut retrouver chez les personnes âgées sur le plan cognitif. On verra un peu quelles sont les manifestations, comment les évaluer, comment les prévenir. On avait parlé donc du vieillissement du système nerveux central quand on avait évoqué la question du vieillissement physiologique et on avait donc dit qu'il y avait une diminution du nombre de neurones corticaux ainsi qu'une diminution de la substance blanche. On observe également une diminution de certains neurotransmetteurs, une diminution modérée des performances mnésiques, notamment dans les capacités d'encodage, qui ne retentissent pas forcément sur la vie quotidienne, une réduction des structurations du sommeil et réduction des récepteurs et de la soif également, ce qui se passe un petit peu au niveau du système nerveux central. On observe également la réduction de la réserve fonctionnelle cérébrale et une augmentation du risque du syndrome confusionnel. Il faut savoir que le syndrome confusionnel a disparu au bout de 2 ou 3 jours et la personne en général est capable de critiquer son état de confusion. Au vieillissement cognitif normal ou naturel peuvent s'ajouter des formes pathologiques. Le DSM-5 modifie un petit peu la nomenclature en parlant de troubles neurocognitifs. Ils vont distinguer les vieillissements psychiques, les déficits cognitifs non démentiels, les troubles neurocognitifs majeurs anciennement appelés démence, les états confusionnels, les troubles neurocognitifs majeurs ou légers dus à la maladie d'Alzheimer, les troubles neurocognitifs frontotemporaux majeurs ou légers, les troubles neurocognitifs majeurs ou légers avec Cordet-Lévy, troubles neurocognitifs vasculaires majeurs ou légers, troubles neurocognitifs majeurs ou légers dus à une lésion cérébrale traumatique, troubles neurocognitifs majeurs ou légers dus à une infection par le VIH, troubles neurocognitifs majeurs ou légers dus à une maladie à prion, troubles neurocognitifs majeurs ou légers dus à la maladie de Parkinson, troubles neurocognitifs majeurs ou légers dus à la maladie d'Huntington. La maladie d'Alzheimer représente les 80% des maladies neurodégénératives, suivie par la maladie à Cordet-Lévy, qui est la deuxième maladie la plus fréquente, malheureusement souvent mal diagnostiquée, et dont les symptômes se prêtent parfois à confusion. Les troubles neurocognitifs vasculaires. Ce sont les choses qu'on retrouve les plus fréquemment. Après, on a d'autres formes aussi de pathologies comme l'aphasie progressive primaire, par exemple, entre autres. Mais ce n'est pas forcément les plus fréquentes. Et même si aujourd'hui, on parle de troubles neurocognitifs majeurs, qu'est-ce qu'une démence? La démence n'est pas une pathologie en soi, c'est un ensemble de symptômes, des signes cliniques ou paracliniques qui nécessitent la recherche de l'étiologie de ces signes-là. Donc, on va chercher la cause de ces signes cliniques. C'est-à-dire qu'on va plutôt parler des syndromes démentiels et pas forcément une pathologie à part entière. De l'étiologie de ces syndromes dépendent donc à la prise en charge, l'information qui est donnée aux patients et à la famille, ainsi que les pronostics et les traitements qu'on va mettre en place, voire la recherche d'une maladie familiale. C'est-à-dire que les diagnostics et l'accompagnement d'une pathologie démentielle nécessitent des compétences pluridisciplinaires afin de pouvoir garantir la cohérence globale du parcours du patient. Quand on parle d'approche pluridisciplinaire, ça implique les médecins traitants, les médecins coordinateurs, des gériatres, des neurologues, des psychiatres, des neuropsychologues, des psychologues cliniciens, des psychomotriciens, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des assistants sociaux, infirmières, aides-soignants, aides médico-psychologiques, des assistants de soins en gérontologie, des infirmières coordinateurs en service de soins, des gestionnaires des cas complexes, des coordinateurs des ressources de santé, des animateurs, entre autres. C'est-à-dire que vraiment l'accompagnement de ce type de problématiques nécessite une vision large parce qu'elle est au carrefour entre le physique, le psychologique et le social. Tous ces professionnels, il faut savoir qu'ils interviennent à différents stades de la maladie. Quand je parle du parcours, de cohérence globale du parcours,
Ça va du repérage des symptômes de par les aidants quand ils ne sont pas dans le déni et l'entourage jusqu'à le diagnostic qui peut être posé différentes instances de par les médecins traitants, les centres des mémoires, les hôpitaux de jour qui repèrent la fragilité. Comment on définit le syndrome démentiel au niveau du DSM-4? On le retrouve comme un trouble de fonction cognitive suffisamment important pour attentir sur la vie quotidienne et qui dure depuis au moins plus de 6 mois. Il y a toujours ces notions dans les manuels de l'association de psychiatrie américaine. Il y a toujours cette notion de retentissement sur les différents domaines de la vie. Hein. Donc, trouble de fonction cognitive suffisamment important pour retentir sur la vie quotidienne et qui dure depuis au moins 6 mois. C'est pour ça que j'ai insisté sur la question du syndrome confusionnel qui, au bout de 48 heures, voire 3 jours, ça disparaît. Et en général, les personnes sont en mesure de critiquer cet état de confusion. Hein. Donc, on parle de troubles de fonction cognitive. Qu'est-ce qu'on appelle fonction cognitive? On avait parlé tout à l'heure de fonction exécutive. Maintenant, on va parler de fonction intellectuelle ou de fonction cognitive, hein, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la cognition et à l'apprentissage. Et ça implique la mémoire, les langages, les praxis, les gnosis, les capacités attentionnelles et les calculs, ainsi que l'orientation dans le temps et dans l'espace. Il est peut-être intéressant de préciser un petit peu au niveau du cerveau quels sont les différents secteurs du cerveau qui s'occupent de toutes ces tâches. On va dire qu'on dispose de 4 lobes au niveau du cerveau, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Au niveau du lobe frontal, c'est le siège ou le maître ordinateur qui coordonne l'ensemble d'actions, même s'il ne peut pas travailler en dissociation avec les autres lobes. C'est-à-dire que le lobe frontal nécessite aussi de l'information qui est apportée déjà par les biais des sens pour être informé sur ce qui se passe au niveau de l'environnement. Mais cette information va être traitée à différents niveaux du cerveau afin de pouvoir apporter une réponse de l'ordre adaptatif. Le lobe frontal, en ce qui concerne cette partie, les neurones qui sont spécialisés, hein, parce que bon, elles apprennent aussi à faire le travail des fois d'autres neurones, notamment quand on parle de rééducation, mais elles sont d'une certaine manière spécialisées dans différentes tâches. Le lobe frontal va être spécialisé dans tout ce qui relève du jugement et du raisonnement, c'est-à-dire que, par exemple, comme moi, je me suis levée ce matin pour vous donner une formation, je ne me suis pas présentée devant vous, nue devant la caméra, parce que vous risquez de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire ce qui me permet de faire cette analyse de mon comportement et de l'adapter à la situation sociale à laquelle je vais assister, là en l'occurrence une formation, me permet de prendre une décision et d'adapter, par exemple, mon style vestimentaire de la même manière que mon langage. Le lobe frontal va me permettre aussi de gérer les émotions qui se produisent au niveau du système limbique. On connaît 4 émotions, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, 5, pardon, et la peur. Hein. Sachant que la première émotion qui apparaît, c'est la peur chez les tout petits bébés, parce que ça a un but adaptatif, c'est-à-dire ne pas exposer l'organisme à des risques éventuels, ou en tout cas de pouvoir le préserver, dont le but étant toujours sur le plan génétique la survie. Ces émotions qui sont générées dans le système limbique doivent être d'une certaine manière, même si elles peuvent s'exprimer, digérées ou absorbées de façon telle qu'elles puissent répondre aussi à certaines normes sociales. Cette adaptation et ce contrôle sur les émotions, c'est le lobe frontal qui s'en charge. Ce qui me permet tout simplement d'adapter mon langage, d'adapter mon style vestimentaire, d'adapter mes comportements. C'est-à-dire que, par exemple, si je me mets en colère, ça me permettra de ne pas forcément prendre un couteau et poignarder toutes les personnes qui sont autour de moi, mais de pouvoir verbaliser, de pouvoir travailler autour de ça. Bon. Là, en l'occurrence, il y a certaines pathologies psychiatriques où les différentes émotions sont difficiles à gérer. Mais là, on va plus parler d'une difficulté cognitive, c'est-à-dire l'incapacité, de par le problème au niveau cognitif, à gérer les émotions et à pouvoir s'adapter à ce qu'on attend de nous sur le plan environnemental.
Donc, les réponses ne vont pas être adaptatives. Ce qui fait que souvent, chez les personnes qui présentent des troubles cognitifs, qui ont des lésions au niveau du lobe frontal, peuvent se montrer un peu désinhibés, se balader nu quelque part, ou dire des grossièretés ou des gros mots, et qui peuvent se mettre en colère sans pouvoir juger ou raisonner cette colère, et qui peuvent se montrer très, très agressifs, de où l'intérêt aussi d'avoir des approches relationnelles adaptées qui sont plutôt rassurantes. Hein.